sais rien. C'est peut-être tout simplement par défaut. En tout cas, je ne me voyais pas du tout être réalisateur. Et si on fait le tour des métiers du cinéma, celui qui me paraissait être le plus passionnant à partir du moment où on n'est pas réalisateur, c'est le métier de producteur, tout simplement parce que c'est le seul qui permet de suivre un projet de son origine jusqu'à la fin. Voilà. Finalement, c'est le métier de réalisateur et le métier de producteur sont les deux seuls métiers qui permettent ça. Si je viens de quelque part, c'est effectivement de la cinéphilie. Moi j'étais vraiment, mais peut-être un peu la dernière génération, enfin moins que ça existe encore chez vous, j'en sais rien, mais de ce qu'on appelait les enfants de la cinémathèque. J'ai passé mes soirées à l'époque où c'était à Chaillot. Et peut-être que c'est à cause de ça, j'ai pas voulu, c'est que forcément quand on a l'amour des films, alors ça peut être stimulant, mais dans mon cas ça a été plutôt l'inverse. Enfin, l'inverse, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que j'ai un tel respect du réalisateur, j'ai aussi du respect pour les producteurs d'ailleurs, hein, ça ne veut pas dire que j'en ai pas, mais j'ai un tel amour des réalisateurs que je me voyais... Enfin, je savais que c'était pas pour moi, c'est tout. Et puis trop de... Et alors juste, et peut-être pour finir là-dessus, effectivement quand on rentre à la Fémis, on nous oblige à réaliser un film. Donc moi je l'ai fait, je voulais pas le faire, mais je l'ai quand même fait. Et ça n'a fait que conforter mon choix. C'est-à-dire que pour moi c'était des telles souffrances liées peut-être à une certaine pudeur, quoi. Voilà. Moi j'avais vraiment le sentiment quand j'ai réalisé ce film d'être vraiment totalement à poil, quoi. Parce que ce qui est un sentiment que j'aime pas en public, et du coup, alors que quand on est producteur, on y met autant de choses, mais on a toujours un réalisateur derrière lequel on peut se planquer. Voilà. Donc pour moi, c'est la très bonne... jamais être caché derrière un réalisateur. Non, alors, je crois que si c'est purement d'un point de vue administratif, je pense que c'est plus simple aujourd'hui, puisque aujourd'hui, enfin, il est question qu'ils le rétablissent, mais il n'y a plus cet impératif d'avoir un capital social. À l'époque, c'était 300 000 francs, donc je crois 46 000 euros et quelques, pour produire du long métrage. Ça a disparu il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'était un handicap, même si on trouvait des bidouilles. Moi, il se trouve que j'avais pas du tout les 300 000 francs à l'époque, donc on trouvait une façon de valoriser des apports. Valoriser des apports. Mais il fallait quand même le valoriser, ça posait quelques contraintes. Donc de ce point de vue-là, c'est plus simple. Après, si on raisonne en termes de contexte, c'est peut-être plus compliqué. Et en même temps, j'en sais rien, parce qu'il faut attendre. De toute façon, c'est des métiers, dans le fond, tellement compliqués, que je pense que si on raisonne en termes de contexte, c'est jamais le moment d'y aller. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours entendu à chaque génération que vraiment c'était pas le bon moment et que c'était plus simple avant et que voilà. Donc moi en tout cas me concernant, j'ai pas le sentiment que ce soit plus compliqué aujourd'hui pour moi qu'il y a 15 ans. C'est pas plus simple non plus, c'est pareil, quoi. Ça va pareil est différent parce qu'il y a d'autres contrats qui sont pareils. Mais autrement qu'au coup de cœur. Donc c'est difficile d'avoir une stratégie. Moi j'ai aucune stratégie aujourd'hui. Et quand on me demande ma ligne éditoriale, je suis bien incapable de la donner. Je me doute bien qu'il y en a une si on la regarde de l'extérieur. Mais moi je ne veux pas je veux pas le reconnaître, en tout cas je veux pas me dire que j'ai une ligne éditoriale, parce que j'aurais trop peur que ça me fasse passer à côté d'un projet qui me plairait. Je pense que je peux tout à fait être capable d'audace et de choses qui vous surprendraient. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion aujourd'hui, voilà. Moi par exemple je rêve de faire une comédie musicale. Bon,
c'est très compliqué de monter une comédie musicale en France. Mais peut-être que je le ferai un jour. Alors, est-ce que du coup, c'est forcément du cinéma d'auteur ou pas? J'en sais rien. Mais encore une fois, il faut relativiser le pari. Enfin, moi, ce qui me paraît intéressant là-dedans, parce que, mis à part le talent d'Emmanuel, qui est certain, et c'est surtout ça qui a fait le succès du film. Il y a des films réussis artistiquement qui ne rencontrent pas toujours Bien sûr, le public. mais le pari était aussi lié d'une espèce d'énergie folle du désespoir en fait. Après coup, c'est ce que je me dis, parce que aussi bien pour moi que pour Emmanuel, et c'est intéressant qu'on est en adéquation à un même chemin exactement de vie. C'est-à-dire que comme je vous disais, moi j'avais absolument rien à perdre, et Emmanuel, non, alors c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que là il ne pouvait pas se planter. Je pense que s'il faisait un troisième film sur lequel il se loupait, ça faisait beaucoup. C'est pas sûr qu'il aurait pu en faire un autre derrière. Voilà. Donc il y a cette espèce d'énergie du désespoir qui, je me dis, est très créatrice. Voilà, très créatrice. Ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles je voulais devenir producteur, c'est que j'étais fasciné par je trouvais que les personnages comme Borgard, Silberman, Bromberger sont des personnages éminemment romantiques vus de loin. Parce que quand on regarde dans le détail, par exemple Serge Silberman, toujours dit qu'il a pris des risques inouïs. La réalité de Serge Silberman, c'est que il partait jamais sur un film s'il ne le finançait pas au minimum à 125%. Voilà. Donc il y a beaucoup de mythes par rapport à tout ça, et je comprends, parfois ça existe. C'est vrai qu'à un moment il y a des coups de poker, mais ils ne sont pas si fréquents que ça, parce qu'il y a un truc où on peut pas en vouloir à un producteur de ne pas avoir envie de mourir. Alors, par moment, il peut se mettre en danger. Et le goût du risque, on a chacun sa propre notion de risque. Moi, je peux décider effectivement demain, aujourd'hui, la société vaut tant, je sais que je peux prendre un risque financier de X euros. Est-ce que je suis capable d'aller au-delà du risque financier que je peux prendre et est-ce que je suis prêt à faire sauter la banque et disparaître ma société? Je ne suis pas sûr. Et après, en indépendant, il y en a 6 ou 7. C'est tout. C'est le maillon faible du métier. Enfin, quand je dis maillon faible, non pas qu'il soit pas bon, mais c'est que, il n'y en a pas assez. Un distributeur indépendant va distribuer maximum 14-15 films par an. Donc ils ont vite, et dans les 14-15 films, évidemment, au moins il y a une bonne moitié de films étrangers. Donc ils vont assez vite faire leur line-up qui se fait très en avance, puisque là, par exemple, aujourd'hui, quand on propose un film à un distributeur, c'est pour un film qui va être mis en production l'année prochaine, donc qui va sortir en 2016. Mais leur calendrier est pris très en avance, et c'est vrai que c'est le maillon essentiel, faible parce que ils ont en cas d'échec en salle quasiment plus aucun parachute. Il y a une époque où Canal+ leur achetait systématiquement les films étrangers qu'ils pouvaient acheter, mais ça c'est terminé. Donc aujourd'hui, quand ils se gaufrent en plus sur un film étranger, ils peuvent très vite perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'est un métier très à risque. Par une sorte de premier bilan sur la convention collective, sur les risques qu'on se la pose pour l'université. C'est un peu tôt encore pour tirer un bilan, parce que, ou alors le bilan, malheureusement, le bilan qu'on peut tirer, mais objectif, c'est effectivement tout ce qu'on avait pu craindre, nous, les syndicats de producteurs, et on avait alerté là-dessus tout le monde, c'est que ça a entraîné une chute de la production spectaculaire, puisqu'on était à la fin de l'été, depuis le début de l'année, par rapport à l'année précédente, à moins 40%, je crois. C'est énorme, de films français produits en France, au métrage. Alors
évidemment, cette chute, on ne peut pas l'imputer à la seule convention collective. Elle est liée aussi de façon concomitante à la difficulté liée au financement. Ou en tout cas, évidemment que la convention collective a entraîné un surcoût des films qui n'a pas été compensé par une hausse de leur financement comme il aurait dû être. Donc mathématiquement, ça fait moins 40%. C'est pas exactement moins 40%. La vérité, c'est qu'il y a aussi des films qui ont été délocalisés. Voilà. Donc ce bilan chiffré, il est catastrophique, il faut le dire. Après, dans le détail, comment on appelle cette alliance objective entre la CGT et le syndicat, représentant le GC, Pathé et parce que d'un côté, comme tu disais, il y avait les producteurs indépendants qui étaient intervenus contre la convention collective, de l'autre côté, il y avait une alliance entre le syndicat CGT des techniciens et un autre syndicat de producteurs qui représentait les groupes. Oui, le fameux API. Oui. Oui. Non mais, vous l'avez étudié un peu ça en cours ou pas du tout? Mais vous voyez ce que c'est ou pas la convention collective? Alors, une convention collective dans un secteur donné, c'est ce qui est censé régir les rapports entre l'employeur et les employés. Il y avait une convention collective dans le cinéma qui existait depuis des lustres, mais qui, par rapport à laquelle les seuls signataires, c'était historiquement la chambre syndicale, je crois, qui est un syndicat de vieux producteurs qui produisent assez peu. Voilà, mais la plupart, enfin tous les producteurs indépendants n'étaient pas signataires de cette convention, ce qui voulait dire que le seul élément auquel on était soumis quand on se lançait dans la production d'un film, c'était le respect du droit du travail. En gros, le minimum qu'il fallait faire, c'était payer un technicien à l'équivalent du SMIC. La convention collective, évidemment, servait de grille de référence. Et quand on avait des films plus ou moins bien financés, on décidait soit d'être au tarif, ou alors de faire des films à moins 20% du tarif. Voilà, ça se passait en très bonne entente la plupart du temps avec les techniciens, parce qu'ils connaissaient un peu le truc, ils voyaient les financements qu'on pouvait avoir sur un film. Mais en tout cas, ça permettait au film de se faire. À partir du moment où cette convention collective a été étendue, c'est-à-dire, en fait c'est une convention collective qui a été rédigée par les groupes, avec, c'était pas tant la CGT d'ailleurs, je crois que le CNPTC, qui est un autre syndicat de techniciens. Donc ils ont mis en place en fait une convention collective. C'est très étrange parce que d'un côté, les groupes ont clairement mis en place cette condition parce que leur objectif c'était qu'il y ait moins de films produits en France. Parce que le groupe est persuadé que le petit film français qui va sortir va lui bouffer les entrées sur Astérix, par exemple. Enfin, ce que je trouve être une aberration complète. Mais ils sont persuadés de ça. C'est-à-dire qu'ils se disent que si il y avait 30% de films pollueurs et parasites en moins qui sortaient chaque semaine, il y aurait davantage de visibilité pour leurs films. Voilà. Moi, ça me laisse un peu rêveur. En plus, je trouve que c'est une logique par rapport à leur multiplex très étonnante parce qu'il faut bien qu'ils alimentent la machine. Mais bon, c'est une réalité. Et donc ça, ils l'ont fait avec un des syndicats de techniciens qui sont malheureusement dans la profession du cinéma, les syndicats de techniciens sont très peu représentatifs de la réalité. À la CGT Spectacle, je crois qu'ils sont une centaine d'adhérents. Au CNPTC, ils sont peut-être 2 ou 3 000 sur une profession qui compte 200 000 techniciens. Donc voilà, mais en tout cas, cette convention a été étendue, ce qui veut dire que il y a maintenant un barème de salaire à respecter.
il y a d'un côté la convention collective plein pot pour tout film au-delà de 3,6 millions, hein, 3,6 millions, et en dessous de 3,6 millions, ce sont les films dits de l'annexe 3 qui font donc partie de la grille dérogatoire. Voilà. Et ces films-là, en gros, par rapport à ce que c'était avant, enfin, il y a un principe intéressant quand même, c'est que c'est un principe assez mutualiste, c'est-à-dire que les gros salaires, c'est-à-dire en gros, tous ceux qui étaient à plus de 2 000 € la semaine, eux, ils sont à moins 48%. Et en revanche, les petits salaires, l'habilleuse étant le moins bien payée, là, elle est quasiment au tarif. Enfin voilà, tout se mutualise en quelque sorte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas que du mauvais hein, dans cette convention. Là où c'est emmerdant, et nous, ce qu'on a... Là où on a évidemment beaucoup crié, c'est que on craignait effectivement que ça empêche à certains films de se faire, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, un film, c'est mathématique. Hein. Vous avez un financement, un certain nombre de semaines de tournage. À un moment, donc à une époque, on jouait sur différents curseurs qui pouvaient être, s'il n'y avait pas possibilité de réduire le temps de tournage, et ben on réduisait les salaires à des techniciens qui avaient envie de jouer le jeu, évidemment, enfin on forçait personne. Donc maintenant, le seul curseur, c'est le temps de tournage. Voilà. Donc en fait, pour les réalisateurs, c'est un drame absolu parce que ils ont, de fait, ça c'est une autre statistique intéressante à voir, indépendamment même du nombre de films, c'est de voir à combien de jours de tournage on est en moyenne. Mais je pense que tous les films, par rapport à l'année dernière, ont dû perdre facilement une semaine de tournage. Voilà. Puisque la contrainte en plus de cette convention, même quand on est dans la grille dérogatoire, c'est que tout le reste est exactement pareil. C'est-à-dire que les heures de nuit doivent être majorées, les jours fériés doivent être payés, non travaillés, payés, travaillés, payés double. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, c'est une inflation considérable sur la masse salariale. Et donc qui ne va pas dans le sens des films. Et alors moi, tout ce que je peux dire, ce qui est malheureux, c'est que, on l'a vu, puisque nous, du coup, on a juste eu l'expérience, mais on a essuyé les plâtres, on a fait un film, donc celui qui est en montage, on a tourné en mars-avril dernier, premier film qu'on a expérimenté comme ça, film de l'annexe 3, c'est qu'à l'arrivée, personne n'est content. C'est-à-dire que les techniciens étaient malheureux comme tout, parce qu'il y a en plus des aberrations complètes, strictement liées au droit du travail, qui est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépasser 48 heures de présence par semaine sur un tournage, par poste. Donc on se retrouve dans des situations surréalistes où il y a des équipes qui sont doublées, et il y a des techniciens qui sont obligés de quitter le plateau le jeudi, par exemple. Enfin, c'est assez dingo. Donc il coûterait entre 4 et 5. Et si vous faites un premier film et que vous écrivez, surtout puisqu'il y en a qui écrivent, dites-vous que là, les scènes de nuit, ça devient... Il faut réfléchir à 2 fois avant d'écrire une scène de nuit. L'extérieur nuit, j'entends. L'intérieur, on s'en fout, on peut tricher, on peut pas découvrir. Mais voilà, un film, moi, si je reçois un premier film qui se passerait une nuit entière dans Paris, la nuit, pourquoi pas, ça peut être beau, il y en a eu des comme ça, je pense que je ne le lis même pas. C'est improduisible.